Bonjour, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron, les trois derniers présidents de la République ont tous œuvré pour la fin de la France-Afrique. Mais il est un domaine où les liens opaques qui lient les responsables du continent africain à ceux de l'ancienne colonie n'ont pas disparu, c'est le renseignement. Antoine Glaser, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de l'Afrique, fondateur de la Lettre du continent. Vous venez de publier votre dernier livre coécrit avec Thomas Hoffnung qui s'appelle « Nos chers espions en Afrique ». Voilà, Antoine Glaser, Afrique ni d'espions, a-t-on envie de dire en finissant ce livre. C'est la fin de la France-Afrique, enfin en partie, mais ce n'est pas la fin de la présence des espions français en Afrique qui, dans l'ombre, tentent de garder la main sur l'ancien précaré africain. Absolument, c'est vraiment ça. Ça veut dire, en fait, c'est quand même, il y a quand même eu des changements. Il y a eu la France-Afrique. C'était une période historique donnée, c'est de 1960 jusqu'à la chute du mur de Berlin, où là, il y avait vraiment, je veux dire, à chaque côté de chaque président africain, vous aviez un agent français qui était un conseiller, qui quand même était toujours en relation avec Paris, et c'était quand même des proconsuls quelque part. À la chute du mur de Berlin, c'est bien évident qu'il y a une privatisation aussi du renseignement, et c'est vrai que ces agents sont toujours là. Mais ce qui est assez intéressant, le fil rouge en fait, en quelque sorte, c'est que même Emmanuel Macron est renseigné par des diplomates qui sont tous passés par la DGSE. Dans les grandes ambassades de France, en particulier en Afrique de l'Ouest, il y a toujours souvent des gens aussi qui sont des anciens des services secrets français et son conseiller Afrique est un homme aussi du renseignement. Vous dites d'ailleurs que les diplomates espions sont une espèce, si je puis dire, qui est en train de se développer. Absolument. Je veux dire, bon, évidemment, on ne cite pas les noms parce que, voilà, en plus, maintenant, avec le secret des services et autres, on ne peut pas dire un tel. Mais très franchement, les gens qui sont vraiment en première ligne pour s'intéresser, s'occuper de l'Afrique et de la politique, maintenant, c'est plus la politique africaine, c'est la politique de la France en Afrique. C'est vrai que ce sont quand même toujours des hommes de l'ombre. Ce qui ne veut pas dire, d'ailleurs, que c'est une force. Quand un pays a des difficultés finalement avec d'autres pays, c'est toujours les services secrets qui font les intermédiaires. Et là, on voit, c'est une force, c'est en fait une forme de faiblesse. Ça veut dire la France est en train de perdre pied en Afrique, fait monter ces hommes de l'ombre. Donc vous écrivez, ces hommes de l'ombre, en fait, deviennent les nouveaux stratèges de nos relations avec l'Afrique. Donc vous dites la France est en train de se retirer. En fait, ils compensent quoi les intervenants, la présence militaire, Oui, ça veut dire, vous avez en même temps, c'est pas tellement que la France se retire, c'est après cette période où la France, de façon totalement exceptionnelle et qui était due à une période historique, qui était la période de la guerre froide, où il y avait un système intégré politique, militaire, financier. C'est vrai qu'avec l'Afrique qui se mondialise, vous avez le monde entier maintenant en Afrique, on parle toujours simplement des Chinois, mais il y a aussi il y a le monde entier, il y a même les Européens, il y a même les partenaires européens de la France, l'Allemagne, l'Espagne. Quand vous êtes à Abidjan, quand vous êtes le village gaulois qui était la Côte d'Ivoire de la France en Afrique, vous avez au petit déjeuner, vous avez les Sud-Coréens, les Espagnols et autres. Donc la France avec l'Afrique se mondialise, la France est en train de perdre pied. Dans la lutte antiterroriste, évidemment, c'est là où les agents français et les services secrets français sont les plus présents, mais également pour savoir qui est qui fait quoi, pour avoir le business, pour savoir encore pour les contrats et autres. C'est vrai que c'est là où ce sont les agents français qui sont présents parce que voilà, la société africaine change. La France, on les connaît de moins en moins, les sociétés civiles africaines, connaît de moins en moins tout ce terreau social et économique, et ce sont souvent des agents. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en contact avec des gens du renseignement et qui leur donnent des infos. Alors quels sont les spots, les pays africains privilégiés par les agents de renseignement français? J'imagine que c'est le Mali. Alors c'est d'abord la lutte antiterroriste, c'est évident, c'est le Mali, etc. Mais c'est évident qu'il y a la partie lutte antiterroriste. C'est vrai que le problème de la France et des services secrets français, c'est qu'ils sont toujours souvent en concurrence entre des GSE, des GSI. Donc les services de renseignement extérieur et les services de renseignement intérieur. Et vous avez aussi, alors en dehors de la lutte antiterroriste, dans les grandes capitales comme
la Côte d'Ivoire, tout en Afrique centrale, c'est vrai qu'il y a un certain nombre des services français qui sont en train d'essayer d'analyser quels sont leurs concurrents, puis les services concurrents. Ça veut dire les Israéliens sont extrêmement présents, les services marocains et d'autres services. Ça veut dire ils se regardent en chien de faïence, ils s'échangent parfois les informations, mais très souvent, c'est quand même chacun chez soi. Oui, alors vous avez parlé des Chinois, vous avez parlé des Israéliens, on pourrait aussi rajouter les Russes. Il y a une espèce d'afflux d'agents de renseignement sur le continent africain du monde entier. Comment on différencie les Français? Le meilleur exemple, c'est quand même Djibouti. Ouais. Djibouti qui était vraiment pour qui sont les bons? Qui sont l'armée française. Djibouti, c'était vraiment leur base. C'était quasiment, c'était là où ils s'entraînaient, etc. Maintenant, Djibouti, c'est Berlin de certaine époque. Ça, vous avez les Chinois et les Américains qui se regardent en chien de faïence. Vous avez des camps allemands, japonais. Alors, le camp français, évidemment, en train de se réduire. Et je veux dire, vous avez une sorte, en Afrique, vous avez une sorte de nouvelle guerre, ce que je dirais une sorte de guerre froide multipolaire, pour en même temps les matières premières stratégiques, un continent avec une démographie, on va en passer de 1 milliard à 2 milliards en 2050. Donc c'est vraiment le continent, encore l'Africa incognita, beaucoup encore de potentialités inexploitées. Nous, on est dans notre phobie migratoire souvent, mais pour beaucoup, finalement, de grandes puissances, c'est là où ils vont régler leurs comptes entre les pays du Golfe, entre l'Arabie Saoudite et le Qatar. C'est là où vous avez Japonais et Chinois qui se regardent en chien de faïence. C'est là où vous avez un potentiel de terres rares, vous avez un potentiel de niobium. Les gens ne savent pas que ce qu'ils ont le portable, c'est le coltan, c'est la République démocratique du Congo. Donc, je veux dire, il y a des enjeux stratégiques, économiques, politiques et diplomatiques. Pourquoi les Chinois ou les Japonais, ils font voter les Africains comme faisait Jacques Foccart à la période de la guerre froide? Ça veut dire chacun essaye d'avoir une influence plus en plus importante. À l'ONU, hein. À l'ONU, voilà. Aux Nations Unies. Je veux dire, les Japonais, j'ai connu des diplomates japonais. Mais les Russes faisaient la même chose aussi. Alors, les Russes faisaient la même chose et les Russes ont remplacé quasiment les Français dans la sécurité en Centrafrique. Ici, on ne s'y intéresse pas parce qu'on a quand même tendance en ce moment à vivre, un peu se bunkériser, se recroqueviller. Mais il y a des tas de puissances qui considèrent que l'Afrique est vraiment le continent d'avenir pour eux. Et pour l'instant, si j'ai bien compris, la Chine et la Russie, en fait, se partagent. Ne se marchent pas sur les pieds l'un de l'autre. Non, pour l'instant, on voit bien d'abord, il faut dire que chaque ancienne puissance coloniale, que ce soit les Anglais et les Portugais, c'est-à-dire les anglophones et les lusophones comme les francophones, sont restés chacun dans leur précaré quelque part. On dit toujours il faut sortir du précaré, mais quand même la France est restée en ancienne colonie. Par contre, les Chinois, ils sont sur l'ensemble du continent avec des financements absolument incroyables et ils font, bien sûr, alors on dit toujours qu'ils font à la place, mais les Africains ont horreur qu'on leur dise attention aux Chinois. Ils disent attendez, vous avez pendant 50 ans exploité nos matières premières stratégiques avec en maintenant au pouvoir nos autocrates. Ne faites pas la leçon avec les Chinois. Mais les Chinois sont sur l'ensemble du continent, dans tous les domaines, et c'est vraiment la grande puissance maintenant en Afrique. C'est plus du tout la France, c'est une puissance coloniale. Mais tout le monde vient en Afrique. Encore une fois, là je disais les Russes, mais c'est vrai que les Russes, ils sont en même temps, bien sûr, pour les Russes, c'est les matières premières. Et puis c'est bien évident, les Israéliens, on en parle peu, mais dans les services secrets, c'est eux qui ont la technologie. Ils ont les capitaux américains, mais c'est eux qui ont la technologie. Ils sont capables, on raconte dans le livre comment vous avez un Israélien ou un ancien du Mossad capable de vous dire où est-ce qu'est en train de circuler le chef d'État africain qui est en visite à Paris. Ils ont des moyens très puissants. Vous le racontez dans votre livre, y compris d'avaler toutes les coordonnées de son GPS et de localiser tous les contacts du GPS absolument, de son entourage. Vous avez l'impression brusquement d'être un voyeur. On vous montre ça fait froid dans le dos parce que c'est vrai, tout l'entourage du chef de l'État, ils arrivent à hacker toute la liste des contacts des uns et des autres autour de lui. Donc il y a la France. Vous savez, quand la France perd pied, je veux dire, c'est vraiment les services secrets qui montent en première ligne. Et Emmanuel Macron, comme ses prédécesseurs, c'est évident qu'on en parle peu, on parle plus des diasporas africaines. Il a un conseil présidentiel africain autour de lui avec plutôt des hommes d'affaires, des gens de la diaspora. Mais la réalité, c'est quand même les bonnes infos, ce sont les services secrets qui lui donnent. Vous parlez aussi, Antoine Glaser, d'une filière corse.
Oui, la filière Corse, on dit que sur les anciennes filières, vous savez, les Corses, ils sont en Afrique, ils ont souvent été des conseillers techniques dans les ministères de l'Intérieur, de l'administration territoriale, souvent c'est eux d'ailleurs qui les avaient créés. Et c'est vrai que les Corses, à partir du moment quand vous avez les casinos ou les PMU, casinos, c'est là où les gens les plus riches ou les nomenclaturas locales viennent investir. Donc ça veut dire, ça vous donne du renseignement aussi stratégique sur qui est qui fait quoi en Afrique. Et surtout, ils sont en famille avec les Africains. Et donc, bien évidemment, la politique en Afrique, c'est la famille. Donc c'est vrai que les Corses, ils sont chez eux en Afrique, ils sont chez eux pas simplement dans leur casino, mais dans les palais africains. Et c'est vrai que c'est pas le numéro 2 de l'ambassade de France qui est un peu sous couverture, qui va pouvoir donner les bonnes infos. C'est forcément, je veux dire, l'homme d'affaires corse qui va pouvoir lui dire mais qui est qui fait quoi, quel est le nouveau neveu du chef qui est en train de prendre tel et tel contrat ou quelle et telle société avec un tel. Et alors vous parlez aussi des présidents chouchous de la DGSE, donc les services de renseignement extérieurs de la France. Le plus connu, c'est Idriss Déby. Il est arrivé au pouvoir, c'est de notoriété publique, en 90 avec, on dit sa nounou, mais enfin le chef de la DGSE qui était à Khartoum et qui l'a accompagné au pouvoir à N'Djamena en 90, parce qu'à l'époque, les services secrets français considéraient que les Américains étaient en train de leur faire un enfant dans le dos avec Hissène Habré, l'ancien président, parce que à l'époque, enfin c'est l'histoire, Mitterrand est en train de négocier avec Kadhafi et les Américains avaient installé des contras, ça veut dire des rebelles libyens, des opposants libyens au Tchad, à N'Djamena, dans le dos des Français, pour aller attaquer la Libye, au moment où finalement Mitterrand, avec à l'époque Roland Dumas, est en train de négocier avec Kadhafi. Donc là, il y a vraiment une décision d'État. Et c'est vraiment, il a été installé par la DGSE et toujours protégé par la DGSE. Quand il y a eu des rebelles qui sont arrivés de Khartoum en 2008, c'était encore ces conseillers de la DGSE qui étaient autour de lui. On a pensé même qu'il était mort à un moment donné. C'est un officier, un colonel de la DGSE qui a passé Idriss Déby à Nicolas Sarkozy à l'Élysée, qui lui a dit « Mais président, je suis encore vivant ». Au moment où la France elle voulait l'exfiltrer de N'Djamena, de son palais N'Djamena. Et aujourd'hui, c'est encore le cas avec certains présidents? Ouais, honnêtement, oui, surtout que la France compte, mais avec tous les chefs. Avec Ibeka, le président malien? Mais bien évidemment, avec tout le monde, ça veut dire... Vous savez, dans les services, les gens vous disent toujours on préfère un diable qu'on connaît à un ange qu'on ne connaît pas. Donc la tendance, bien sûr, il y a une primauté. Le président sortant, ça veut dire finalement on ne veut pas que ça bouge. Et c'est pour ça que beaucoup d'opposants africains sont très critiques vis-à-vis de cette politique en disant finalement ça ne change pas. C'est vrai que quand la France a des intérêts stratégiques à défendre, elle aide évidemment celui qui est en place, parce que c'est compliqué de changer dans tous les pays d'Afrique centrale, avec Denis Sassou Nguesso ou Ali Bongo ou autres. C'est vrai qu'ils savent à un moment donné ou un autre rendre service à la France. Pour des choses, que ce soit sur l'environnement, je veux dire, toute cette région, c'est être le deuxième poumon de l'humanité, la grande forêt équatoriale. Et quand il y a la COP21, COP22, les chefs d'État africains sont au premier rang, parce que évidemment, il va dire vous voulez nous appeler, mais alors il faudrait être gentil avec nous, il ne faut pas nous emmerder au moment de nos élections. C'est comme ça que même François Hollande a valisé des référendums au Congo-Brazza ou la réélection de Ali Bongo au Gabon. Et c'est vrai que les services secrets doivent souffler dans l'oreille du chef en disant chef, vous savez, voilà, il nous a rendu service, il faut mieux qu'il reste en place. Merci beaucoup Antoine Glaser. Encore une fois, je recommande chaudement la lecture de votre livre qui est non seulement passionnant, mais qui en plus est très très drôle. Merci beaucoup d'être venu au Talk Stratégique.